sont selon vous les situations quotidiennes les plus contraignantes sans main? Alors, se gratter derrière l'omoplate gauche quand on a perdu la main droite, ça c'est très embêtant, mais je déconne à moitié, hein. Bon bah des trucs à la con comme justement faire ses lacets, s'habiller, mettre une paire de chaussettes à une main, c'est pas un truc facile au départ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je reprends mon souffle en même temps, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est plus une gestion de petites choses de la vie, c'est-à-dire que quand par exemple, on est au téléphone et qu'on a besoin d'écrire un truc, bah, ça devient compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de mettre le téléphone comme ça et puis c'est rester comme un con. Alors, ça n'a pas tout arrangé, hein, ceci. Donc, mais après, c'est en fait le meilleur test à faire pour savoir ce qui est compliqué quand on a une main en moins, c'est pas de s'attacher la main dans le dos, c'est juste de scotcher la main comme ça. D'accord. Et vous faites ça, non mais sérieusement, vous allez comprendre que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous avez perdu votre main très jeune. Est-ce que vous ressentez la sensation du membre perdu? Alors, ce qu'on appelle le membre fantôme, alors, il paraît que quand j'avais entre 4 et 5 ans après mon accident, ça a été le cas. Mais j'ai jamais eu cette sensation, ou du moins je m'en souviens plus depuis 30 ans. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques mouvements basiques avec votre main? Alors par exemple, des mouvements basiques, par exemple, on peut prendre par exemple un verre, tout simplement. Déjà, c'est-à-dire que si on a un verre et que, attention, hop, et qu'on a une bouteille, rien n'est plus simple que de pouvoir se servir un verre, et après de le boire, par exemple. D'autres mouvements basiques, après c'est plus sur l'appréhension des choses, par exemple, là par exemple, hop, attendez, là par exemple je peux aussi très bien prendre un objet très brut par rapport à la forme d'un objet, mais on peut être aussi beaucoup plus fin, par exemple sur... attendez, hop. Beaucoup plus fin sur un tout petit objet. D'accord. Mais le temps de réaction, il est quand même plus lent qu'avec votre main valide. Bah, évidemment, mais en même temps, il faut savoir d'où on part. C'est-à-dire, moi je voulais un outil qui soit un outil de précision. Et non pas forcément, le but du jeu, c'est pas que je jongle avec, c'est pas ça le truc. L'idée, c'est de pouvoir m'aider dans la vie de tous les jours. C'est pas de faire de moi, pour le moment, un être humain dans la normalité, avec deux mains, deux pieds, etc. Et que la main bionique, pour le moment, soit aussi efficace. Il y a des contraintes technologiques qui sont vachement importantes par rapport à ça. Quels sont les principaux avantages de l'usage de votre main au quotidien? Principaux avantages, alors si, il y a un avantage dont je n'ai pas parlé, c'est d'un point de vue morphologique. Pendant 36 ans, quasiment, j'ai pas eu d'avant-bras droit et de main droite. Donc forcément, quand je marchais, j'étais un petit peu toujours comme ça. Et du fait d'avoir la prothèse, qui fait un peu de poids, mais qui est moins lourde qu'un bras normal, je me suis retrouvé finalement avec une stature d'épaule qui est redevenue normale, et en même temps pour le dos, ça peut paraître bête, mais j'ai plus mal au dos, j'ai plus de problème pour marcher. Enfin bon, avant je marchais un peu comme un bidibule, genre j'étais comme ça dans la rue, et alors que maintenant je marche normalement, quoi. Et donc d'un point de vue physiologique et morphologique, ça change du tout au tout. D'accord. Depuis que vous avez votre main myoélectrique, est-ce que vous avez eu des problèmes techniques? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Alors la première fois, les capteurs se sont humidifiés parce que je suis parti dans des endroits où il faisait très chaud et très humide. Et donc les capteurs, il y a un capteur qui a complètement cessé de fonctionner.
Et j'ai eu un autre souci au mois de juillet où il y a un ressort de retour sur le petit doigt ici, qui en fait s'est cassé et ce qui faisait que mon petit doigt il faisait blablabla comme ça. Non, c'était juste un petit peu embêtant, mais après ça repart en service après-vente, on va dire, et généralement c'est de l'ordre de entre 4 jours et 7 jours, entre le moment où ça part et le moment où ça revient. Alors ça amène un autre problème, c'est que le facteur de musculation est très important quand on a une prothèse de ce type-là. Et donc, quand on ne porte pas la prothèse pendant un certain nombre de jours, c'est un peu comme quand on se casse un bras ou une jambe et qu'on est obligé de rester dans un plâtre pendant 45 jours, 2 mois, 3 mois. On perd du muscle. Et donc, en perdant du muscle, on perd de la pratique. D'accord. Selon vous, cette prothèse peut-elle totalement remplacer un membre naturel? Pour l'instant, non. Mais vu que les progrès de la technologie sont non plus dans la recherche, mais dans l'exponentialité en ce moment, il est fort probable que dans une petite dizaine d'années, les mains, les pieds, les implants pour les oreilles, pour les yeux, seront plus performants que ce qu'on a nous en tant qu'être humain. Ce qui posera un problème éthique. Ouais. D'ailleurs, on a vu que vous avez été aux États-Unis pour une convention, ou je sais plus, avec Nicolas Huchet, voilà. Et vous avez vu la main, enfin le prototype le plus évolué, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il a de plus que la vôtre en fait? Par exemple, cette main a un plan de recherche sur 6 ans et on va dire un fonds de recherche qui va avoisiner les 10 millions d'euros. D'accord? Sur ce qui est déjà conséquent. Hein. Après, il faut savoir que la prothèse avec laquelle je suis équipé coûte 30 000 euros parce qu'il y a des matériaux qui coûtent très cher à l'intérieur. Mais bon, c'est des matériaux qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'ils peuvent être faits dans des entreprises ouvertes à tout le monde, entre guillemets. La main qu'on a vue à Johns Hopkins University, c'est une main déjà, le budget initial, juste pour créer la main, c'est 100 millions de dollars. C'est un peu moins de temps de développement et ça utilise des systèmes de motorisation que personne ne fait. C'est de la création pure et dure. Donc, c'est-à-dire que chaque articulation sur les doigts, là, pour donner un exemple, attendez, hop. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais en fait, moi, je n'ai pas d'articulation à cet endroit-là. J'en ai une là et j'en ai une là. Alors que la main qu'on a vue à Johns Hopkins, en fait, tout est articulé du début jusqu'à la fin. Et pareil pour la motorisation du pouce, enfin voilà, c'est un peu comme si on comparait, finalement, par rapport à la main que j'ai vue aux États-Unis, j'ai une très très belle 2 chevaux ici, et j'ai vu une Ferrari qui sortira dans 10 ans là-bas.